Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Madame la gouverneure de la Banque centrale, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et les capitaines d'industrie, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci infiniment de nous recevoir ici en RDC pour la première conférence Risque Pays RDC pour discuter justement de la cartographie de risque de la RDC. Vous avez certainement tous reçu le rapport. Donc en réalité, ce qui va se passer, nous allons regarder certains points du rapport qui vont servir de point de discussion tout à l'heure dans les différents débats. Alors, Bloomfield Investment Corporation est la première agence de notation financière d'Afrique francophone, créée il y a 15 ans exactement, et qui a deux activités principales. Donc, la notation financière en monnaie locale, ce qui différencie l'agence des agences internationales qui font plutôt la notation financière en devises étrangères. Et le deuxième élément, deuxième aspect de notre intervention, c'est l'intelligence économique. Et le département d'intelligence économique est ce département-là qui, justement, établit les rapports de risque pays et les présente dans différents pays où nous intervenons. Ce département est justement un appui au département de notation financière dans toutes ces opérations de notation financière. Et c'est un outil qui nous permet d'évaluer le risque sectoriel et le risque souverain de différents pays. Et nous créons à travers ce département également différents outils d'évaluation qui permettent d'évaluer la performance des secteurs privés dans différents pays et de calculer les taux de croissance en temps réel sur une base mensuelle. L'objectif de cette étude est justement de proposer cette cartographie de risques qui permettrait aux investisseurs d'avoir une visibilité sur les risques d'investissement en RDC. Quand nous parlons des risques d'investissement, évidemment, nous ne parlons pas seulement du potentiel perte de capital dans l'investissement, mais nous parlons aussi des forces et des faiblesses. Parce que rappelez-vous que quand les investisseurs décident d'investir, ils ont trois questions fondamentales qui se posent. Quelle est l'opportunité d'investir? Donc, il parlera du potentiel de la RDC. Pourquoi investir en RDC et pas au Mali, et pas en Guinée, et pas ailleurs? La deuxième question, c'est quel pourrait être le retour sur investissement? Et la troisième question, c'est quelle est la probabilité de perdre son capital dans cet investissement-là? Et à travers cette étude, nous essayons de répondre à ces trois questions qui préoccupent les investisseurs et les permettent justement d'avoir une visibilité globale sur les risques d'investissement en RDC. Et c'est un indicateur dynamique dans la mesure où c'est un rapport qui est non seulement annuel, mais qui est un rapport qui est dynamique. Il y a un suivi permanent qui est fait de cette évaluation et des évaluations de perspectives qui sont faites chaque mois. Donc évidemment, pour l'investisseur, c'est un baromètre extraordinaire dans la mesure où non seulement ça établit de façon détaillée la cartographie de risque, mais en plus, c'est un rapport qui est dynamique et qui est vivant. En termes de méthodologie, nous regardons 5 critères majeurs, évidemment avec des sous-critères. La performance macroéconomique, le climat des affaires, les finances publiques, la solidité du système financier et le risque sociopolitique. Le processus analytique, il est très simple et évolutif. La première chose, c'est la collecte d'informations. Une préanalyse est réalisée par les économistes de Bloomfield. Nous faisons un exercice de confrontation des informations collectées avec les acteurs de ces informations-là, justement, pour pouvoir dissimuler les bonnes informations des mauvaises informations, parce qu'en réalité, nous ne prenons pas toutes les informations que nous recevons pour argent comptant. Donc nous procédons à une vérification à travers
différentes rencontres avec les acteurs. Ensuite, nous ajustons ces analyses-là de façon scientifique et nous faisons l'évaluation de risque elle-même et nous présentons le rapport, comme aujourd'hui nous sommes en train de vous présenter le rapport de risque pays RDC. L'échelle de notation, l'échelle d'évaluation choisie sur cette évaluation est sur 10. De 0 à 2, nous sommes dans une catégorie de risque systémique, où la probabilité d'être sujet à risque est très importante. Évidemment, dans cette catégorie, nous ne conseillons pas aux investisseurs d'investir dans ce pays-là. De 2 à 4, nous sommes dans un risque avéré. Cependant, il est possible de faire des investissements en prenant des mesures de risque appropriées. Entre 4 et 6, nous sommes dans la catégorie des risques modérés et qui ne constituent aucun frein à l'investissement, même si nous révélons des faiblesses dans cette catégorie-là. Et justement, nous mettons en place un mécanisme pour pallier à ces faiblesses-là. Entre 6 et 8, vous êtes dans un risque faible. Il y a très peu d'impact sur la performance de l'investissement. Donc, nous recommandons fortement dans cette catégorie-là. Évidemment, entre 8 et 10, nous sommes dans un risque quasiment inexistant. Et forcément, dans cette catégorie, nous recommandons fortement l'investissement dans les pays. Alors, en termes de résultats, donc comme je disais, je vous donnerai le résultat de certains points du rapport, en sachant que vous avez le rapport détaillé, qui est un rapport de 28 pages, qui est extrêmement détaillé et qui va en profondeur de cette analyse-là. Sur le plan de la performance macroéconomique, l'économie congolaise s'est montrée globalement résiliente sur la période d'évaluation, qui est 2017-2021. Évidemment, comme vous pouvez le constater, l'évolution a été en dents de scie pour des raisons bien précises. De 3,7%, avec un plancher et un creux de 1,7%, mais qui correspond à la période de la Covid-19 qui a été un choc extraordinaire extérieur à tout le monde entier. Et ce taux d'intérêt, ce taux de croissance de 1,7 dans cette période est un taux qui représente une capacité de résilience. En réalité, pendant que beaucoup de pays étaient en récession, ce pays a eu un taux de croissance positif. Et le taux en lui-même n'est pas celui qu'on doit regarder, c'est la capacité d'absorber les chocs extérieurs par cette économie dans une période de crise internationale avec un choc très violent. La reprise a été très belle, d'ailleurs, une très belle reprise de 1,7 à 6,2. Donc ça montre bien les fondamentaux de ce pays sont solides. Et en 2022, évidemment, un léger ralentissement de 10 points de base. Et regardez que cette croissance a été finalement portée par l'industrie minière. Ceci dit, c'est une économie qui finalement n'est pas très diversifiée, ce qui peut être un premier challenge, parce qu'en réalité, la première façon de renforcer la résilience d'une économie, c'est la diversification, qui permettrait d'absorber suffisamment les chocs. Et la deuxième étape serait naturellement l'industrialisation. Et donc, le secteur privé qui domine cette économie à 36%, avec un accent mis plus sur l'industrie extractive. Secteur tertiaire, pardon, à 33%, avec les sous-secteurs qui tissent ce secteur comme la communication et le transport. La contribution du secteur secondaire est de 25%, avec un accent mis sur les sous-secteurs de la construction. En termes de balance commerciale, toujours dans le registre de la performance économique, les exportations de biens ont progressé de soit 92% à cause des ventes qui ont augmenté à 91%.
Et les produits principaux exportés sont le cuivre et le cobalt, qui respectivement représentent 61% et 24%. Les importations ont aussi progressé, moins rapidement que les exportations, donc à 60%, principalement les pays, les équipements. Et en termes de partenaires, les partenaires principaux de la RDC dans cette période évaluée sont la Chine, l'Afrique du Sud et l'Union européenne. La perspective de croissance économique et le potentiel à moyen et long terme vont dépendre fortement de la capacité de la RDC à faire face à un certain nombre de risques, notamment la résurgence de la Covid. Et je crois que sur ce plan, ce pays a montré sa capacité de résilience. Et d'ailleurs, c'est un pays qui a l'expérience justement de maladies infectieuses comme Ebola par exemple, qui a été justement absorbée. Donc nous pensons que la capacité de résilience concernant ce volet-là est existante et a été prouvée d'ailleurs. La volatilité du coût du pétrole et avec l'incertitude que crée la guerre de l'Ukraine, qui pour l'instant est une guerre qui est localisée, qui pourrait éventuellement être une guerre qui se régionalise ou qui s'internationalise. Donc évidemment, la volatilité des prix pourrait avoir un impact significatif et négatif. La sécurité interne et externe, évidemment, qui a fait débat sur la capacité de ce pays à justement absorber ce risque-là, même si le risque est localisé sur 3% du territoire, ce risque interne et externe de sécurité, il est localisé dans une partie qui représente une source importante de revenus de ce pays, donc évidemment qui est une source de préoccupation. Mais nous avons constaté qu'il y a des dispositions qui ont été prises, des réformes qui ont été faites pour pouvoir justement juguler ce risque-là. Donc nous attendons de voir les effets de toutes les actions prises par le gouvernement congolais pour justement adresser le problème de la sécurité intérieure et extérieure. Et la dollarisation de l'économie, qui est finalement pour nous, qui apparaît comme une gangrène de cette économie en réalité. Cette dollarisation a des effets qui sont plutôt très négatifs, parce qu'évidemment, met l'économie dans une situation d'hyperinflation de façon permanente, même si la Banque centrale arrive justement à mettre en place des mécanismes qui permettent de contenir cette inflation, mais c'est un exercice périlleux parce qu'il devient un exercice permanent. Et cette dollarisation, évidemment, met beaucoup de pression sur la monnaie locale et malheureusement, cette situation va appauvrir encore plus la grande majorité des Congolais parce qu'aujourd'hui, la pauvreté est à 73%. Donc en réalité, en Afrique subsaharienne, c'est le taux le plus élevé derrière le Nigeria. Donc, une économie où tout est indexé en devises étrangères, alors que les salaires sont en monnaie locale. Donc évidemment, l'écart qui se creuse, vous verrez tout à l'heure avec la courbe, de façon significative, entre cette monnaie et la monnaie locale, va certainement continuer à créer ce type de problème. Et il s'agit désormais, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont dans cette logique, il y en a qui ont pris des décisions drastiques quant à choisir une des deux monnaies. Vous avez un pays comme l'Équateur qui a choisi le dollar, donc qui finalement devient sa monnaie. Et à ce moment-là, ça voudra dire que le pays renonce à sa souveraineté monétaire. Et donc, choisir sa propre monnaie voudra dire qu'il devra prendre une décision brutale, celle justement de prendre une décision pour arrêter la dollarisation. Je sais qu'il y a évidemment cette décision brutale pourrait rencontrer énormément d'intérêts internes et externes. Ceci dit, à l'instar de d'autres régions où normalement les réserves des devises doivent être à la Banque centrale et gérées
par la Banque centrale, avec une politique de transfert des devises qui soit suffisamment flexible, justement, pour respecter ces intérêts qui pourraient poser des résistances. Je crois que ce modèle a montré ses preuves dans d'autres régions où plus le niveau de réserve de devises est élevé, évidemment, plus la politique de transfert des devises est flexible. Toujours sur le registre de la performance économique, le taux de couverture vaccinale, donc comme solution justement pour faire face à ces risques-là, est seulement de 4,9%, qui peut paraître très bas, mais en réalité, la capacité de résilience de ce pays vis-à-vis de cette pandémie, en tout cas selon les statistiques que nous avons vues, montre bien que c'est certainement en adéquation avec ce que ça représente comme risque. Alors une des solutions dans la logique de la dédollarisation, c'est le programme triennal signé avec le FMI qui permettra de favoriser une légère dépréciation du dollar américain par rapport à la monnaie locale, qui, à notre sens, n'est pas quelque chose de significatif. 3% sur 3 ans, c'est très marginal, vu la force de la monnaie étrangère et l'impact que ça a sur la monnaie domestique. Sur la sécurité, comme je disais tout à l'heure, le renforcement de la capacité des forces régulières qui est en train de se faire selon nos informations et qui pourrait, à la longue, certainement juguler et contenir cette problématique d'insécurité. Toujours sur le plan de la performance économique, les différents plans de développement mis en place par le gouvernement pour créer une sorte de développement équilibré nous paraissent des programmes ambitieux et qui pourraient avoir un impact significatif sur justement réduire le déséquilibre de développement sur tout le territoire en accentuant la décentralisation. Une décentralisation équilibrée qui permettrait justement d'équilibrer les pouvoirs économiques, politiques et administratifs sur tout le territoire. L'environnement juridique, sur le plan des climats des affaires, l'environnement juridique et administratif a été renforcé, mais les effets restent tout de même très modestes. L'adhésion de la République démocratique justement au système OHADA est une très bonne chose parce que ça permet une harmonisation des règles juridiques. La mise en place, si vous voulez, d'une priorité sur les PME qui représentent finalement 90% du tissu économique à l'instar de beaucoup de pays africains, cependant ne représente ici que 25% du PIB. Donc le renforcement de la capacité de créer de la richesse des PME permettrait justement de renforcer la capacité de résilience de ce pays et sa capacité à absorber les chocs parce que, évidemment, en cas de choc violent, la probabilité que les entreprises étrangères qui représentent le plus gros de la richesse certainement partirait. L'administration qui est finalement une administration très lourde, mais les réformes mises en place de dématérialiser l'administration à travers la digitalisation permettront certainement d'améliorer l'effectivité et l'efficience de l'administration et permettraient surtout de réduire les problèmes de gouvernance qui sont, ma foi, très importants. Et donc cette mesure de digitalisation et cette mesure de si vous voulez, de dématérialisation permettrait de mettre en place un système de contrôle qui soit certainement beaucoup plus efficace. Le renforcement du code minier et du code des hydrocarbures a l'avantage justement de la République démocratique du Congo et je crois que dans tous les pays, évidemment, les codes d'investissement sont de plus en plus améliorés pour justement rééquilibrer les avantages pour les deux parties. La mise en place d'une institution de lutte contre la corruption qui a été décidée récemment
est une excellente chose. Ceci dit, notre inquiétude, c'est de savoir quelle est la force et le pouvoir de cette structure-là. Donc sa capacité à réaliser sa mission va dépendre de son indépendance et du pouvoir qui lui est institué. Et donc évidemment, c'est trop tôt pour en faire une évaluation, mais évidemment, dans les prochaines évaluations, nous mettrons un accent particulier sur la capacité à cette institution à faire face à ses obligations. La réforme judiciaire pour soutenir l'environnement des affaires semble avoir un bilan plutôt mitigé. Donc, malgré la mise en place de la politique nationale de réforme, le pouvoir, nous comprenons que la justice semble être indépendante d'une certaine façon du pouvoir exécutif. Ceci dit, le système de contrôle interne, le système de contrôle et le dispositif de discipline au sein de la magistrature semblent très fragiles, ce qui malheureusement amène à des problèmes de gouvernance importants qui pourraient être un frein malheureusement à l'investissement en RDC. La liberté de la presse, qui devrait normalement être protégée par le système judiciaire, semble pas être vraiment le cas, parce que quand vous êtes à 149e sur 180, ça montre qu'il y a énormément d'efforts à faire pour justement améliorer le système judiciaire qui finalement, à la fin de la journée, est le garant des investisseurs quand ils doivent prendre la décision d'investir dans le pays. Le déficit de coopération judiciaire internationale, spécialement à l'égard de la justice, le déficit important de confiance de la population dans la justice nous a montré qu'il y avait un recours à la justice traditionnelle. Donc je crois que ce manquement montre bien qu'il y a certainement quelque chose à régler. Et malheureusement, ce système de justice traditionnelle ne garantit pas, justement, les résultats sortis de cette justice ne sont pas garantis par le droit. Donc les règlements qui sont issus de ces différentes cours traditionnels pourraient être forcément remises en cause. Le déficit de coopération internationale, spécialement avec les États de la région, limite le champ d'action potentiel de la justice congolaise dans des affaires qui pourraient éventuellement déborder au-delà de ses frontières. Et la surpopulation carcérale est aussi une inquiétude dans cette analyse que nous avons faite. Le classement, toujours dans le climat des affaires, je crois que un des seuls référentiels en matière d'élaboration de la qualité du climat des affaires était le Doing Business, qui d'ailleurs a arrêté il y a quelques années, me semble-t-il, pour nous n'était pas un référentiel qui était suffisamment pertinent, qui était plutôt très, je ne dirais pas superficiel, mais était plutôt très, n'entrait pas en profondeur des analyses. Quand vous regardez un rapport comme celui-là de risque pays qui rentre en profondeur des détails, parce que établir qu'un pays est meilleur réformeur, c'est peut-être une bonne chose, mais le plus important pour nous, c'est de savoir si les réformes sont mises en application, quelle est l'évaluation de la mise en application de ces réformes-là, et quel est le résultat de la mise en application de ces réformes, ce que ce type d'évaluation ne donne pas. Donc aujourd'hui, avoir un rapport des risques pays permettrait aux investisseurs d'avoir une meilleure visibilité et un meilleur guide d'ailleurs dans les prises de décision. Le niveau des investissements en RDC a globalement baissé de 31% et vous remarquerez sur la période évaluée, cette baisse se situe surtout au niveau de la période de crise. Et en termes de composition de ces investissements, 78% sont des investissements étrangers et seulement 21% des investissements nationaux. Et il me semble que l'État de RDC a décidé de mettre en place un baromètre pour évaluer la qualité de l'environnement des affaires. Mais cette évaluation va commencer parce qu'il me semble que la décision a été prise récemment.
Un déficit budgétaire qui est en moyenne très faible, 0,6%, et dans les critères de convergence de la sous-région de la SADC, qui est établi à moins 3%. Les ressources globales ont progressé de façon significative à 138%, contre des dépenses qui ont aussi augmenté, même plutôt légèrement, à 68%. Et ce qui représente respectivement 12% du PIB et contre 11% en 2020. Le niveau d'endettement sur les finances publiques, la RDC semble être le pays le moins endetté au monde quand vous regardez les chiffres d'endettement avec une grande marge de manœuvre. Le stock de la dette sur le PIB ne représente que 13%. Et que généralement le benchmark c'est 70%, donc 13%, ça laisse une grosse marge de manœuvre. Donc c'est un pays pas endetté. Cependant, la dette extérieure représente 67% de la dette totale. Et le service de la dette, qui est d'ailleurs le plus important dans ce processus d'évaluation des dettes, est établi à 11,8% en 2021. Donc 11,8% des recettes fiscales. Ça montre bien que ce pays a la capacité de faire face à ses obligations financières, en matière de dette en tout cas. Une politique monétaire prudente, pour justement, ce que nous avons remarqué, c'est une politique monétaire prudente pour pouvoir juguler les effets de l'inflation, comme je disais, et juguler les effets néfastes de la pandémie de Covid-19. Toujours dans le système monétaire financier, les avoirs extérieurs nets ont progressé de façon significative durant la période d'évaluation à 558%. Et les avoirs intérieurs ont progressé également, mais de façon plutôt marginale à 80%, et ce qui nous donne une masse monétaire qui a cru de 241% sur la période évaluée. Tout à l'heure, je vous parlais de l'inflation qui, justement, varie en dents de scie avec un pic de quand même 54% en 2017 sur la période des 5 ans que nous avons évalués. C'est une moyenne de 17% avec un pic de 54%. Le système bancaire, nous avons constaté que le système bancaire accentue la dollarisation avec un taux moyen de dépôt bancaire en monnaie locale de seulement 10,9% et contre un dépôt en dollars américains de 89%. Et le taux moyen de crédit décaissé en monnaie locale est seulement de 6%, pendant qu'il est à 93% en devises étrangères. Donc on revient toujours sur cette problématique de dollarisation qui finalement est un problème significatif pour cette économie-là. En termes de mesures correctives prises par les autorités pour justement rentrer dans un processus de dédollarisation, il y a la constitution des réserves obligatoires dans la monnaie de dépôt qui permettent l'octroi des crédits en monnaie nationale. Vous avez la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement sur la régularisation de ces créances en monnaie locale, la poursuite de l'accumulation des réserves de change au moyen d'achats interbancaires et le non-recours au financement monétaire suite au respect de la mise en œuvre de ce pacte de stabilité-là. Alors, je parlais tout à l'heure du niveau de pauvreté qui est plutôt un peu inquiétant, 73%. C'est un chiffre très élevé. Je disais tout à l'heure que c'est un chiffre qui vient en deuxième position derrière le Nigeria. Et ce cours s'est accru de 7,3% pendant la période de Covid. Et on constate une extrême pauvreté dans des régions du nord-ouest et dans des régions qui, paradoxalement, sont des régions qui semblent être les régions les plus riches en termes de ressources naturelles. Le chômage des jeunes est estimé de 15 à 24 ans, est estimé à 15,8%. Mais je crois que dans un pays comme la RDC, et d'ailleurs dans les autres pays de l'Afrique, le taux de chômage n'est pas forcément un indicateur pertinent. Parce que quand vous regardez la définition du taux de chômage, c'est le nombre de personnes qui n'ont pas d'occupation.
Donc quand vous avez une occupation, même si elle n'est pas rémunérée, vous êtes considéré comme non-chômeur. Ce que ça veut dire, 15%, ça ne représente peut-être pas la réalité. Ce sur quoi on devrait mettre l'accent, c'est la précarité de l'emploi, des jeunes et des non-jeunes, de tous ceux qui sont en âge de travailler. Et vous constaterez dans beaucoup de pays que cette précarité monte jusqu'à 70%. Donc les politiques publiques devaient plutôt adresser la précarité de l'emploi que le chômage. Parce que tel que défini, le chômage ne représente pas forcément un instrument pertinent de politique publique. Je parlais tout à l'heure de la sécurité, mais on a vu qu'on constate que la sécurité s'est améliorée de 0,4 points entre 2017 et 2021, donc sur la période étudiée. Et d'ailleurs, un renforcement des mesures prises par l'État pour justement juguler ce problème de la sécurité. Un environnement politique qui reste à nos yeux mitigé. En 2018, première sous les transitions politiques pacifiques, donc évidemment qui donne beaucoup d'espoir, libération des prisonniers. En même temps, les dernières évolutions sur le plan politique en termes de la non-acceptation de l'opposition sur un projet qui avait déjà été pourtant conclu entre les deux parties, nous laisse penser qu'on pourrait anticiper un certain nombre de revendications sur les prochaines élections. Donc nous regardons ça de façon très proche parce que nous sommes dans une logique dynamique et nous allons voir si cet échange, ce dialogue politique reprendra et si on reviendra sur les bases qui ont été conclues de commun accord et qui ont donné lieu aux différentes résolutions qui ont été prises. Alors, en conclusion, voilà le tableau des résultats de l'évaluation des risques pays de la RDC. Sur le plan du climat des affaires, nous avons évalué la RDC à 5 sur 10, donc risque modéré, avec une perspective stable. Et sur le long terme, en fonction des politiques publiques qui ont été mises en place, de la stratégie qui a été mise en place, nous pensons qu'il y a la possibilité d'un rehaussement de 10 points de base pour passer à 6, avec une perspective que nous anticipons être stable. Sur le plan de la performance macroéconomique, la RDC a la note 6, donc risque faible, qui montre bien la bonne capacité de cette économie et le potentiel de cette économie et les dispositions mises en place justement pour que le taux de croissance n'arrête pas de croître et que justement ce taux de croissance-là justement soit inclusif. À long terme, nous anticipons un rehaussement de 0,5 point de pourcentage pour justement sanctionner la stratégie que nous avons vue et les différentes politiques publiques qui ont été mises en place et la mise en application de ces politiques publiques-là qui ont commencé à donner des résultats. Sur la gestion des finances publiques, la note 6 qui est risque faible, qui montre bien la bonne gestion des finances publiques par le gouvernement de RDC et d'ailleurs qui a résolu un certain nombre de problèmes en termes de collecte de ressources qui avant posaient un problème énorme, et nous avons constaté une évolution dans la collecte de ressources qui est plutôt encourageante. La solidité du système financier est à 4,5 dans risque modéré, avec une possibilité d'évoluer à 5, risque modéré toujours en termes de perspective et sur le court terme, parce que le court terme, nous parlons de 12 mois, parce que nous sommes dans une logique dynamique, et le long terme, au-delà de 12 mois. Le risque sociopolitique que nous estimons être à risque modéré, à 4, et vu les incertitudes que nous anticipons, nous restons sur cette logique de 4 et jusqu'à certainement la prochaine réévaluation en 2023, avec une perspective cependant qui demeure stable. Et
comme note finale, donc comme note cumulée, nous avons 5,1 qui rentre dans la catégorie de risque faible, donc qui dit expressément que l'investissement en RDC n'est pas un frein. Au contraire, il y a des faiblesses sur lesquelles nous nous sommes appesantis tout à l'heure, mais il y a une politique, une stratégie de mettre en place des politiques publiques pour pallier à ces faiblesses-là. D'où cette perspective que nous anticipons qui pourra éventuellement évoluer. La raison pour laquelle nous anticipons à court terme une évolution de 0,5 points de pourcentage de cette note-là. Voilà. Et voilà, voici présenté le rapport de risque pays avec ses résultats. Je vous invite à aller plus dans les détails en lisant le rapport. Vous verrez que c'est un rapport très détaillé, très pertinent et qui met l'accent sur les problématiques qui pourraient intéresser, justement, qui répondraient aux questions des investisseurs et qui serviront de guide, justement, aux investisseurs. Merci infiniment. Merci.